juste obligatoire d'avoir son site ou en tout cas une plateforme pouvant accueillir des réservations en direct et s'exonérer forcément des réservations via les plateformes qui, encore une fois, prennent 18% plus 1% de traitement par paiement par carte. Donc quasiment 20%. Donc sur quelqu'un qui va donner 100 € pour une nuitée, il n'y aura plus que 80 pour l'autre. Donc si on peut s'exonérer des plateformes et commercialiser à 95 € au lieu de 100, c'est tout de suite 95 au lieu de 80. Et donc ça, bout à bout, fois X logements, fois X nuitées à l'année, etc., ça fait quand même la différence. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on accueille Ismaël. Salut Ismaël. Salut Ismaël. Salut Alex, salut Thibaut. Donc c'est malheureusement un deuxième tournage qu'on fait avec Ismaël, puisque le premier n'a pas pu voir le jour étant donné qu'il y a eu des problèmes techniques au niveau du tournage. Donc très content de te recevoir à nouveau Ismaël. L'épisode qu'on avait fait ensemble était très intéressant, donc j'espère que celui-ci le sera tout autant. Au programme du coup du jour, si ça te va Ismaël, c'est de revenir un petit peu sur ton parcours d'investisseur, qu'est-ce qui t'a mis un peu le pied à l'étrier dans l'immobilier, les projets que tu as pu faire par le passé. On aimerait faire aussi un gros focus sur la location courte durée, parce que je pense que c'est un sujet avec le contexte actuel pour avoir des projets rentables, voilà, qui intéressent quand même pas mal les gens. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire sur le sujet et peut-être de stéréotypes à effacer, quoi. Et tout au long de ton parcours, on va voir que tu as l'expertise nécessaire pour nous partager des petits tips sur la location courte durée. Voilà. Et on finira par parler un petit peu de marchand de biens, mais on verra ça tout à l'heure. Ça te va, Ismaël ? Eh ben ouais, c'est parfait. Merci à vous pour l'accueil. Et je suis vraiment très très ravi de faire cet enregistrement, ce nouvel enregistrement. Il y a eu un petit couac en effet sur l'enregistrement initial, mais bon, ça peut arriver et c'est l'occasion de refaire un échange passionnant ensemble. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui aussi. Ouais. Mais trop bien, merci beaucoup, Ismaël. Déjà, Ismaël, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les gens qui te connaissent pas ? Oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit dans l'intro. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, mais Ismaël a aussi un podcast qui s'appelle La Bonne Fortune, qui parle investissement au sens général. Je crois que tu parles immobilier, mais aussi bourse et aussi plein d'autres sujets hyper passionnants. Et donc voilà, je vous invite à aller l'écouter aussi si c'est des sujets qui vous intéressent. Je te laisse la parole, Ismaël. J'arrête de couper. Yes, super. Aujourd'hui, moi là, j'ai donc 38 ans, Ismaël Bernus. Je suis l'heureux papa de 2 filles qui ont 5 et 7 ans. Je suis originaire de Poitiers, là où j'habite actuellement. Une région qui m'est chère, même si au cours de ma vie, j'ai pu bouger un petit peu. J'ai eu une carrière chez les pompiers notamment, qui m'a amené à travailler pendant 6 ans chez les sapeurs-pompiers de Paris. À l'âge de 20 ans, je suis engagé et après, au bout de 6 ans, j'ai muté dans le nord de la France. J'ai été continuer cette carrière de pompier, mais là sur le versant pompier professionnel, donc fonctionnaire, ce qui m'a amené à vivre 10 ans à côté de Lille. Voilà, donc ma compagne m'a suivi dans le nord. Et au cours de cette période, c'est là où j'ai eu le plaisir d'avoir une première fille, Leïla, une deuxième, Maëva. Je suis revenu m'installer maintenant il y a un peu plus de 4 ans sur Poitiers, suite à différents investissements, notamment immobiliers, que j'ai pu faire tout au long de cette carrière de sapeur-pompier en parallèle. Et ce qui m'a permis, notamment à travers l'exploitation d'une bonne partie du parc en courte durée, de me dégager des revenus supplémentaires pour remplacer purement et simplement mon revenu de sapeur-pompier. Alors c'était un choix non pas qui s'est imposé en tant que tel. De base, j'étais plutôt parti sur une mutation professionnelle classique pour revenir sur Poitiers. Mais le monde des sapeurs-pompiers sont régis un petit peu par les départements, etc. Et à Poitiers, le département de la Vienne, malheureusement, c'est un petit SDIS avec des petits effectifs et les recrutements et en tout cas les possibilités de mutation sont assez réduites. Et en me cassant les dents, on va dire 1 année, 2 années, 3 années, j'ai pris le pas de dire allez, bon, tant pis, par la force des choses, ce qu'on a envie d'un point de vue familial, c'est de revenir s'installer sur nos terres. Nos investissements aujourd'hui nous permettent de sauter le pas. Bon, allons-y, quoi. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça dans les grandes lignes, on va dire sur un point de vue géographique. Ok, trop bien. Et
Et comment est arrivé l'investissement immobilier finalement dans ce parcours-là, dans ce que tu nous as raconté? Alors ça a été d'une part, extrêmement rapide et après, ça s'est installé progressivement avec une certaine forme de on va dire de lenteur. J'ai pris mon temps, au long de cette carrière, on va dire des 15-16 ans des pompiers. À 20 ans donc, je disais: «Je m'engage chez les sapeurs-pompiers de Paris». J'habitais encore, donc chez ma mère, du côté de Poitiers et de là, bah, je veux comme tout le monde, mon indépendance, mon logement et je suis passé par la case, acquisition, achat tout de suite d'un appartement. Je suis pas passé par la case location. Alors j'avais aucune connaissance, hein, dans l'investissement à ce moment-là, personne dans ma famille, n'avait Ouais, investi c'était vraiment particulièrement. pour faire ta résidence principale. Voilà, c'était pour me loger et j'avais aucune expertise sur l'investissement. J'avais quand même cette idée préconçue, me disant, «Je vais acheter mon appartement à 20 ans et 20 ans plus tard, une fois que j'aurai soldé ce crédit, bah, je serai, l'homme le plus riche de Babylone», comme on dit, avec, cet appartement qui sera fini de payer et cette mensualité de à peu près 400 € par mois, qui disparaîtrait et donc j'allais, avoir, d'une part un appartement et on va dire un tac au tac à vide 400 € qui allait changer ma vie, vraiment de façon monstrueuse 20 ans plus tard, voilà un petit peu l'idée que j'avais. Voilà et avec, aussi en sous-jacent, l'idée de pas vouloir jeter, son argent par les fenêtres avec un loyer à fond perdu. Même si aujourd'hui je suis locataire là depuis 4 ans, hein, c'est pas forcément une idée, réelle, mais voilà en tout cas les bases, dans quelle philosophie de vie j'étais, à ces 20 ans, quand je me suis lancé, là-dedans. OK, ouais, c'est vrai que le débat, locataire versus résidence principale, il revient très souvent et je crois qu'on en a déjà parlé pas mal en plus dans d'autres Oui. épisodes. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs immobiliers qui commencent, bah, comme toi, c'est-à-dire en se disant, «J'ai pas envie de jeter un loyer par les fenêtres, je vais au moins capitaliser et commencer à rembourser du capital, sur mon crédit». Et finalement ça peut ouvrir les portes après, vers ce monde-là et heu et vers, des investissements qui sont après, plus, traditionnels, on va Ça dire. peut les ouvrir ou les fermer. Oui, oui, Parce que si on se met, voilà, si on fait notre résidence principale avec le cœur et qu'on achète une RP dans un secteur où le prix au mètre carré est haut et on se met au max de l'endettement, derrière, si on veut réenchaîner, ça peut être compliqué. Après, il n'y a pas de bon ou oui, mauvais investissement, que ce soit sur le locatif ou la RP. Moi, c'est en fonction des profils et des projets qu'on oui, bien sûr, après c'est en fonction des projets, mais je veux dire déjà dans la mentalité de se dire, a complètement. «Je vais commencer à capitaliser», il y en a beaucoup. Oui, Ouais, exactement et c'est pour ça que j'ai une appétence quand même, d'une façon générale, pour l'investissement sur l'immobilier, classique en dur, pour 2 raisons notamment. D'une part, quel que soit le mode d'exploitation, quel que soit un petit peu ce qu'on en fait ou même si on se dirige après sur, une activité de marchand de biens, on pourra peut-être y revenir, mais en physique, le fait qu'on soit dans un parcours assez jeune, je sais pas, quelle est votre audience exactement, mais j'imagine que ça va allez de 18 à 60-70 ans. Mais sur un parcours jusqu'à 50-60 ans, si on est en pleine possession de nos moyens, qu'on a notre temps, qu'on a, voilà, un petit peu d'énergie, je pense qu'on peut assez facilement s'occuper d'investissements en physique, d'une part et deuxièmement, il y a, avec l'effet de levier bancaire qui est quand même, une chose qu'on répète, hein, tous plus ou moins, tous ceux qui ont goûté un investissement, immobilier locatif ou même l'acquisition d'une résidence principale, on voit ce tableau d'amortissement, une fois qu'on fait l'acquisition à crédit avec, justement ce capital qui vient se rembourser au fur et à mesure, des mois et des années et on sait à quel point le temps, entre guillemets, «passe vite» et sans s'en apercevoir, on se retourne 5 ans, 10 ans après et bim, on a déjà remboursé la moitié du crédit. On est assis sur une belle manne. Donc ça c'est assez intéressant et le fait de capitaliser dessus, c'est quand même pas mal et l'immobilier, c'est peut-être, un des seuls secteurs, en tout cas le plus simple, où on peut bénéficier de cet effet de levier, à crédit, en étant, d'une façon générale assez sécurisé en fonction des investissements qu'on fait. Donc ouais, c'est quand même un point primordial, ouais. Mmh. et ça, tu l'as compris à quel moment, quand tu as commencé, à investir? Bon, tu as fait ta résidence principale et après je me doute qu'il y a eu un déclic pour faire de l'investissement locatif et à quel moment justement tu as eu ce switch, et comment ça s'est passé surtout?
Ouais, bah après ça s'est passé dans mon cas très assez naturellement quand j'ai eu ma mutation donc dans le nord. Donc je logeais moi dans cet appartement sur Poitiers et donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais en faire de ce logement? Donc soit je le vends, soit je le loue. Grosso modo, c'était les deux options qui s'offraient à moi. Donc j'ai pris le parti pris de le louer directement. Donc je connaissais absolument rien à la location, mais bon, je me suis renseigné un petit peu. Il y a quelques articles peut-être de blog ici et là qui expliquaient comment ça fonctionnait avec les revenus fonciers, faire un bail location nue sur 3 ans, etc., etc. Et donc simplement, j'ai fait mon annonce sur le Bon Coin en mettant un prix loyer, et puis ça s'est loué vraiment tout de suite. Donc j'ai signé mon bail, et puis j'avais un turnover à peu près tous les 2 ans, et ça se relouait directement sans aucune vacance locative avec les préavis. J'anticipais l'annonce, et donc le locataire partait le lundi, un suivant rentrait le mardi, et donc ça s'est enchaîné comme ça au fur et à mesure du temps. Et de là, à ce moment-là, j'ai quand même compris la puissance de l'investissement locatif. Alors ma petite échelle, avec ce petit logement, c'est un T2 que j'ai toujours actuellement. D'ailleurs, c'est rigolo. J'ai même refinancé avec ma compagne après coup, mais euh, on voit grosso modo, j'ai 400 euros de crédit et 400 euros de loyer. Hein, je synthétise, hein, c'est à la virgule. Mais grosso modo, j'ai mon loyer qui vient prendre en compte mon crédit. Et donc de là, par contre, on apprend un petit peu que, en effet, les notions de cash flow, positif ou négatif, parce qu'une fois après, on va prendre en compte forcément toutes les charges annexes, hein, la foncière, l'entretien du bien, les assurances, etc. Mais il y a quand même cette notion du locataire qui vient rembourser tout ou partie du loyer et donc des frais, et donc qui vient comme ça prolonger cet investissement de façon neutre financièrement, euh, voire légèrement négatif, ou alors si on a un cash flow positif, voire légèrement même positif, on va même s'enrichir immédiatement. Et donc à ce moment-là, j'ai compris vraiment la puissance de l'investissement locatif, ce qui m'a poussé à renchaîner euh, assez rapidement avec un petit appartement. Et après, il m'a fallu du temps pour passer un peu plus grande échelle, refinancer mon premier bien. Entre deux, j'avais acheté ma résidence principale dans le Nord. Et puis en 2018, l'acquisition d'un immeuble qui a été game changer pour moi et qui m'a vraiment lancé sur la voie de l'investissement à plus grande échelle. Ok, bon, bah, Et super intéressant. Du coup, c'est finalement cette mutation professionnelle qui t'a mis le pied dedans, finalement, qui t'a fait découvrir ce pan locatif de l'investissement. Et, suite de ma question, du coup, tu nous as parlé de cet immeuble-là. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, peut-être sur faire un petit snapshot aujourd'hui de où t'en es au niveau investissement et pourquoi finalement cet immeuble-là, ça a pu te faire accélérer derrière, quoi. Yes. Alors où j'en suis niveau investissement, donc j'ai un patrimoine, somme toute, on va dire, après c'est subjectif, mais assez modeste quand même. On entend, il y a quand même pas mal de monde qui vont potentiellement beaucoup plus fort, etc. Et puis chacun fait en fonction de la possibilité qu'il a sur un cursus classique de soulever du crédit. Faut... bien sûr, ça c'est très important de le rappeler. Et de pas se comparer aux autres et de faire son propre chemin tout en avançant et voilà. Exactement, ouais, ouais, c'est une très très belle remarque et qui prend son sens parce qu'à l'heure des réseaux où on voit un petit peu tout sur Instagram, les deux belles vidéos, des trucs, une villa luxuriante, etc. Le mec il a 100 lots, 300 lots et tout. Alors pourquoi pas, c'est très très bien, mais faut aussi déjà, ça peut potentiellement prendre du temps et il faut voir en fonction des revenus de chacun, d'où la personne part, est-ce qu'il y avait un apport, pas d'apport, est-ce qu'il y a eu une succession, est-ce qu'il y a eu un héritage, est-ce que, etc., etc. Donc en effet, je pense que la comparaison à d'autres, ça peut être contre-productif si on le fait pas dans les bonnes raisons. De vouloir s'inspirer de personnes Complètement. qui ont fait et qui ont réussi, ça peut être très très bien, mais par contre la comparaison peut être malsaine, un petit peu à l'image du sport. Moi, je suis passionné de sport, de footing, d'endurance, et c'est sûr que si on se compare, là, je vais faire un marathon, si je me compare à Eliud de Trop Kipchoge, bon bien. ben, je suis foutu quoi. C'est mort, je peux pas faire 200 km par semaine dans ma préparation, je peux pas, etc., etc. Et donc, j'arriverai pas à 2 heures, Ok. à faire un marathon en 2 heures. Donc, il faut faire en fonction de nos armes, en fonction de notre envie, et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en face. Et dans l'immobilier, c'est exactement pareil. Ouais. Exactement. Ouais, de toute façon, je pense qu'il y a plein de parallèles à faire entre le sport et l'investissement ou Oui. l'entrepreneuriat ou l'immobilier en général, mais c'est un autre sujet. Mais trop bien, en tout cas, que tu prépares le marathon, C'est un beau challenge. c'est un beau challenge, ça, quand même. Enfin, je sais pas d'où tu pars, mais bon, tu me diras, t'as quand même été pompier pendant 15 ans, donc tu dois avoir quand Oui. même une condition physique, on va dire, acceptable. Mais bon,
Ça reste dur comme challenge, quoi. Ouais, exactement. Pour continuer sur cette petite aparté sportive, ça va être mon premier marathon sur route. J'ai fait pas mal de semis, peut-être 5-6 semis. Et sinon, par contre, j'ai fait des trails longs, où là, j'ai eu la chance de participer avec des amis au marathon du Mont Blanc, faire le marathon du Mont Blanc, de faire le festival des Templiers, notamment sur la course principale d'Écosse, 60 km avec 3000 mètres de dénivelé. Et là, plus récemment, j'ai fait le Ah trail oui. de la Côte d'Opale aussi sur un format marathon. Mais là, en mode trail, et que là, ça va être le premier marathon sur route où il faut tenir une allure, etc. C'est une autre discipline que le trail, on va dire. Et donc, ça va être un nouveau challenge pour ma part. Mais bon, voilà, parenthèse fermée. C'est vrai qu'il y a peut-être pas mal de parallèles à faire entre le sport, l'entrepreneuriat, l'investissement. Il C'est y en sûr. a beaucoup, ouais. Yes. Pour vous répondre sur le parc oui. immobilier, du coup, parce que on a C'est digressé. la question. C'est la question. Donc aujourd'hui, j'ai toujours ce premier petit appartement voilà, initial. Par la suite, donc j'ai fait l'acquisition d'un autre appartement à peu près similaire, etc. Ensuite, j'ai refinancé ce premier appartement, donc j'ai fait une vente et une acquisition. Euh, Ensuite, j'ai fait la résidence principale dans le Nord, revendu quand je suis revenu m'installer. Un premier immeuble en 2018, donc un peu plus, environ 350 mètres carrés avec 5 lots, 5 appartements, euh, du studio au T4. Et 7 immeubles que j'ai exploités, donc là toujours pareil en nom propre, hein, avec ma compagne. Et 7 immeubles que j'ai exploités, là pour le coup, notamment en courte durée, aussi en meublé, en colocation dans un premier temps, qui ont basculé sur les T4 en courte durée. Voilà. Et après, j'ai refait l'acquisition de l'immeuble voisin qui était au même propriétaire. Mais j'ai pu négocier à un moment charnière justement où je démissionnais. Je n'avais plus cette capacité d'emprunt aux yeux des banques avec le taux d'endettement actuel, etc. Dans ma situation. Mais j'ai pu quand même signer en association, en m'associant avec d'autres personnes. Et donc, un autre immeuble avec 5 lots d'habitation et deux locaux commerciaux. Là, je vous disais, je viens de signer un petit lot là du côté de Limoges, à 2 heures de chez moi, un petit appartement, mais là, c'était plus une opportunité qui était pas du tout dans le champ radar que je suis pas allé solliciter. C'était vraiment une opportunité que j'ai eue. C'est venu à toi, quoi. C'est venu à moi, donc je l'ai saisi. Mais c'est un petit lot d'habitation et là, dans le même temps, normalement, alors je sais pas quand l'épisode sera publié, mais début mars. Euh, je vais signer aussi en association sur une opération de marchand de biens sur une maison d'habitation à découper en appartements avec aussi un plateau en plus pour faire une activité de marchand. Donc aujourd'hui, ouais, à peu près une quinzaine de lots avec un peu de commercial, un peu de location nue. J'ai fait de la coloc, là j'en ai plus, et puis surtout de la courte durée De tout aujourd'hui. type d'exploitation. Moi, j'ai une. On y vient là sur ton immeuble en location de courte durée. Tu me dis que tu as des grandes surfaces, des petites surfaces, et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se positionner sur des grandes surfaces pour faire de la location de courte durée. Dans la plupart on pense généralement qu'on fait de la location de courte durée, ça va être un studio, un T2, mais on pense pas au T4, au T5 qui peuvent très bien fonctionner aussi. Après, tout dépend des marchés. Hein. Faut qu'on soit clair là-dessus aussi. Ça dépend de l'emplacement du bien et dans quelle commune. Mais je voulais voir, toi, les différences entre les studios que tu as en location courte durée et ce fameux T4, vu qu'ils sont sur le même emplacement dans la même ville, voir le fonctionnement, quoi. Exactement, c'est une remarque très, très pertinente et là, encore une fois, ce choix s'est fait un petit peu, par défaut, on va dire et en tout cas, j'ai été, peut-être assez, curieux, assez, on va dire, fonceur pour le tenter et c'est un des points d'ailleurs, principal, un des principaux, pardon, avantages de la courte durée, on y reviendra, c'est on peut le tenter et je reviendrai sur ce point après et en effet, j'avais, tout comme tu le dis, moi-même, cette image, ce stéréotype de dire, bah, plutôt, de la petite surface, exploiter de la petite surface et j'ai commencé par ça avec un studio et un T2 et les 2 T4 que j'avais, dans cet immeuble, je les avais mis dans un premier temps en exploitation colocation, en meublé. Voilà, il y avait également un autre T3 qui était plus grand que là j'ai découpé, revendu tout de suite. Euh, et donc, en fait, ça s'est fait un peu par défaut sur ces grandes surfaces, cette colocation
à un moment donné où il y avait un petit peu de vacances locatives, j'en avais un petit peu plus, etc. Je me suis dit, bah attends, pourquoi pas tenter? Et en fait, il s'est retrouvé d'un moment donné où ce sont donc deux appartements qui sont vraiment, sont les copier-coller, hein, donc 3 chambres, 85 mètres carrés. Il s'est trouvé que dans une des colocs, j'avais deux colocataires en place et un qui était parti, et dans l'autre, j'en avais deux qui partaient et un en place. Et je me suis dit, bah attends, pourquoi pas les rassembler ensemble, comme ça me libère un logement et je vais tenter la courte durée, sachant que tout est meublé, tout est là, etc. J'ai juste à racheter le nécessaire de literie, de lit, de couette, etc. Mettre le système de boîte à clés, tout paramétrer via le channel manager, créer les annonces, etc. Mais c'est assez simple à mettre en œuvre, sachant que tout est déjà meublé et que j'ai déjà l'exploitation des deux premiers avec l'expérience. Et donc j'ai tenté Oui, l'expérience et ça a fonctionné tout de suite de façon assez bonne, et dans le sens, d'une façon générale, je fais quand même un taux de remplissage qui est un petit peu moindre par rapport aux autres, mais par contre avec des revenus, vu que je loue bien plus cher forcément Eh oui. pour 6-8 personnes à 85 mètres carrés, la nuitée est quand même pas au même tarif. Bah, du coup, ça me fait quand même un chiffre qui est quand même bien supérieur, et ça fait un petit delta supplémentaire, quoi. Et donc c'est bien plus intéressant, ouais, à mon sens. En tout cas, c'était une expérience très super, positive. super intéressant. Je pense qu'il y a un gros truc aussi que les gens sous-estiment, bah, c'est tout simplement qu'il y en a aussi beaucoup moins sur le marché de ce genre de Bien produit en sûr. courte durée. Et forcément, du coup, quand il y en a, même si la demande est peut-être un peu moins élevée, bah, vu qu'il y a il y a moins d'offres, finalement, on peut remplir comme il faut. Et Exactement, le rapport est inversé exactement avec ce que tu dis. Et moi, je rajouterais en plus en termes de public. Alors, c'est exactement dans le même immeuble, dans la même ville, mais par contre, j'ai une typologie de clients qui va être quand même plus cool, plus zen. Ça va être des familles ou des regroupements d'amis qui vont traverser la France, qui vont faire des choses, etc. Mais quand même beaucoup plus cool, où j'ai beaucoup moins d'expérience malencontreuse que la courte durée. Souvent, bon, il y avoir des dégâts, des gens qui louent pour faire la fête, etc. Des, des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais souvent, cette typologie, cette population va se tourner sur un petit logement, un petit budget. Allez, pour faire sa soirée, une nuit, je vais louer 60, 70, 80 balles mon appart, mon petit T2, et puis je vais faire la chunga avec mes amis, et on va venir à 5, 6, 7 dans le logement. Voilà, et sauf qu'ils vont pas se porter forcément sur les grandes surfaces parce que c'est un budget supérieur, et donc il y a cette sélection qui se fait par le prix aussi, et donc in fine on est quand même beaucoup moins embêté, j'ai moins de dégradation, j'ai moins de trucs, et donc c'est quand même pour toutes ces choses-là. Après, ça m'est propre, mais encore moins de difficultés, quoi. Les personnes à qui, enfin, qui réservent les nuits, c'est beaucoup de familles, d'amis, ou il y a également des travailleurs en semaine, par exemple. Également, ouais, des travailleurs. Alors, je peux en avoir là sur les deux typologies, et sur les courtes surfaces et les plus grandes. Soit ça va être sur les courtes surfaces un artisan indépendant qui va rester une semaine, ou alors deux artisans, ou alors après, s'il y a vraiment des équipes un peu plus conséquentes, ils vont se porter sur les plus grands logements, ou ceux qui veulent absolument leur lit séparé, etc., etc. Et là, c'est intéressant parce que bon, ce sont les boîtes derrière qui payent, etc. Et Ouais. potentiellement, ils peuvent revenir, peut y avoir une récurrence. Et sur cette ouais, c'est typologie ça. de logement, je sais que j'ai signé des contrats qui duraient dans le temps, donc on est limité réglementairement à louer 90 jours de suite. Mais c'est quand même intéressant dès lors qu'il y a une entreprise qui signe sur 3 mois de temps, du lundi au vendredi. On sait déjà qu'on est booké, et qu'on a une visibilité sur le planning, ce qui n'est pas rien dans un contexte où il y a une concurrence de plus en plus forte sur le marché de la courte durée. Donc ça aussi, c'est intéressant, pouvoir faire des partenariats, etc., avec des entreprises, etc. Donc ça, c'est Ouais, plutôt pas mal. carrément. Le fait de pouvoir avoir comme tu dis, de la visibilité, de la récurrence, c'est un gros point fort. Et dans ce que tu disais aussi, j'ai relevé un truc assez intéressant, mais surtout, je pense, pour les gens bah, qui ont déjà des logements meublés ou des colocations. Bah, en fait, oui, c'est vrai que le coût marginal pour essayer la courte durée dans ton appartement, alors, enfin, à part que enfin, comment dire, à part que les locataires soient plus en place, mais toi, c'était le cas, enfin, ça s'est fait naturellement. Mais après, comme tu dis, l'appartement était déjà meublé, finalement, il était déjà prévu pour cet usage-là, à part voilà refaire les annonces, poser une boîte à clés, finalement, ça t'a pas coûté beaucoup plus que ça de tenter l'expérience, quoi. Exactement, en termes de coûts, ouais, c'était vraiment minime, hein. Simplement, je fournissais pas les oreillers, les couettes, etc., pour les colocataires. Donc là, j'ai juste dû faire cet investissement-ci, mais en tout cas, tous les meubles étaient là, télévision, nécessaire de cuisine, etc., etc. Donc, en termes de coûts, d'une part, c'était facile à essayer, et aussi en termes législatifs, vu qu'on n'est pas soumis à des baux,
on est maître de son calendrier, on peut tester, on fait son annonce sur Airbnb, Booking ou en direct, avec un calendrier qui est bloqué peut-être à 2 semaines maximum, comme ça on s'engage pas dans le temps à prendre des réservations, et on teste comme ça. Et si la mayonnaise prend, ce qui a été mon cas, ben on peut le développer. Et si ça ne prend pas, ben on peut revenir en arrière. Que l'inverse, une fois qu'on a signé un bail, et encore plus sur des baux en location nue, ben là on est pris réglementairement de par la durée du bail, quoi. Voilà. Oui, toi, Ismaël, est-ce que tu as fait les calculs de ton côté pour savoir un peu ce que ça donnait en termes de différence de cash flow net entre quand tu l'exploitais en colocation et quand tu l'exploites maintenant en courte durée? Oui, alors je l'ai pas fait de façon pointue, précise, mais je vais te donner Ouais, les échelles de grandeur et tu vas comprendre assez facilement et ça va parler. Grosso modo, la chambre, j'ai loué 350 €. J'avais 2 chambres à 350 €, une chambre à 400 € qui était un peu plus grande avec une salle de bain privative. Donc grosso modo, non, c'était pardon 400 et 450 €. Donc on était à 1 250 € au mois ok, en termes de revenus. Et aujourd'hui, je suis sur un chiffre à grosso modo qui varie entre 2 000 et 3 000 € au mois. ok, À ça, j'ai des coûts de ménage que je n'avais pas, qui représentent, allez, grosso modo 500 € par logement, par ok. mois. Donc on est Ça sur une donnerait moyenne dans à le cas... 2005 avec 500 € de charges supplémentaires. Donc on est une moyenne à 2000 au lieu de 1002. Voilà dans mon cas, grosso modo. Ok, sachant que toi, d'ailleurs, on peut peut-être en parler maintenant, parce que on va dire, il y a quand même plusieurs écoles en courte durée. Alors, ouais, j'ai envie de dire, il y a même trois écoles. Il y a l'école pas spécialement investisseur, enfin professionnel entre guillemets, où là c'est plutôt dans un esprit, je dirais presque gîte, où la personne va elle-même faire les ménages dans son logement, va elle-même faire les annonces, un peu à l'ancienne quoi, si j'ose dire. Après il y a une école euh, tout délégué conciergerie etc. où c'est Alex est plutôt fait plutôt partie de cette école-là en tout cas pour l'instant. Où là voilà on veut aucune charge mentale, on veut avoir à s'occuper de rien et on délègue l'intégralité de la gestion contre quand même un gros pourcentage des revenus. Et après, il y a la troisième école qui est bah, la tienne, Ismaël, et celle aussi, bah, par exemple, de Thomas Dardour qu'on a déjà reçu dans le podcast, où là, c'est tu vas prendre en fait, enfin, tu vas essayer d'automatiser le plus de choses possible toi-même, et notamment déléguer la partie ménage, mais tu vas quand même garder le côté relationnel client, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que tu as bien résumé un petit peu les différentes situations des personnes. Donc, ouais, soit de façon artisanale, le mec fait tout seul, etc. Mais à un moment donné, tu veux scaler, bah, tu es vite limité parce que une fois que tu te fais le ménage sur un, 2, 3, 4 logements, bah, après, t'as plus de vie, hein, tu es pris tous les jours, etc. Quid des vacances, des week-ends, et voilà. Pour peu que tu aies un boulot à côté, si tu sois salarié, en termes de timing. Donc ça peut être pas mal pour quelqu'un qui loue une chambre chez lui. Bon, allez, c'est facile à faire, tu es sur place, etc. Mais ça va pas être un investisseur à grande échelle sur ce mode d'exploitation-là, en tout cas. Après, il y a ouais, l'autre typologie, la conciergerie, full conciergerie. Après, là-dessus, et c'est que mon avis personnel, et encore une fois, il y en a pour tout le monde, mais moi, je suis vraiment pas fan dans le sens où tu as quand même les contraintes de la courte durée avec, bah, de façon générale, peut-être une dégradation du bien un peu plus importante, avec remplacement des meubles, etc., un suivi euh, de tout ça, sans en avoir les avantages, donc potentiellement financièrement. Alors c'est sûr que d'un point de vue, tu as l'esprit tranquille parce que tu délègues tout, donc le ménage, la gestion client, etc. Mais je suis sûr, Alex, peut-être tu diras, mais la conciergerie te sollicite in fine derrière pour dire bon ben il y a ça comme bricole à changer, ça, ou alors pire, il ne te remonte pas l'information qui devrait te remonter, ou alors faire le nécessaire pour remettre à jour, changer, je sais pas moi, une couette qui est déchirée, faire ce qu'il faut. Et donc du coup, je trouve que le coût vraiment de la conciergerie par rapport à l'apport de valeur et la tranquillité d'esprit, c'est à mon sens vraiment extrêmement cher. C'est un des points que j'ai pas encore. J'aimerais bien pouvoir déléguer la partie gestion des clients, gestion de la femme de ménage, etc. Mais j'ai pas encore trouvé parce que de temps en temps, ben, c'est sûr que répondre à 22 heures à un client qui trouve pas ses codes sur Booking parce qu'il a pas ouvert sa messagerie, il appelle en direct, je fais comment pour rentrer? Il faut trouver une personne qui soit disponible H24 pour répondre. C'est peut-être un coup de fil tous les 2 jours, mais il faut être disponible le samedi, le dimanche, les jours fériés, en vacances, etc. Et j'ai pas encore trouvé ce truc-là. Donc il y a l'option conciergerie, mais je me dis pour répondre à 3 messages, etc., ils vont prendre peut-être, je sais pas, 15, 20, 25% du chiffre pour au final faire 2 mails, répondre à 2 SMS et prendre 3 coups de fil dans la semaine.
je me dis mince, alors c'est sûr que ça tombe pas forcément à des heures où on a envie de le faire, mais je me dis que le rapport et l'apport de valeur, c'est à mon sens vraiment encore une fois très très cher payé. C'est pour ça que j'ai pris la décision, en tout cas d'automatiser et de gérer comme ça à distance, sachant que moi quand j'ai lancé cette exploitation de courte durée, j'étais encore dans le Nord, ce qui m'a d'une part obligé de trouver de quoi déléguer le ménage à 100% et de quoi pouvoir tout faire à distance. Je n'avais pas le choix que de réussir. En tout cas, je pouvais pas, même si je le voulais, mettre les mains dans le cambouis, être sur place, etc., etc. Donc, soit je trouvais une solution, soit je passais à autre chose. Et donc, le fait d'être à distance, j'ai pas eu le choix. Donc, j'ai trouvé la solution, ça fonctionnait. Et donc, maintenant, même en m'étant revenu m'installer dans le coin, ça reste toujours en pilote automatique comme ça. Mais j'ai quand même cette gestion un petit peu de messages, etc. Même si, d'une façon générale, c'est quand même fort automatisé, notamment avec l'utilisation d'un channel manager, etc. Ouais, complètement. Complètement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Après, voilà, comme tu dis, il y a plusieurs écoles. Mais toi, justement, c'est quoi ton retour d'expérience par rapport à ça, Alex? Mais c'est vrai, tu as raison, Ismaël, sur le fait qu'une conciergerie, il y a toujours des moments où elle te sollicite. Alors, il y a des conciergeries qui sollicitent plus que d'autres. Il y en a qui elles sont un peu plus autonomes sur la prise d'initiative, s'il y a des choses à changer et tout. Une ampoule qui casse, un verre qui casse, elle va le remplacer d'elle-même et après nous refacturer. Moi, c'est mon cas. Elle prend beaucoup d'initiatives et c'est parfait. Mais après, effectivement, quand il y a des dégradations, parce que ça arrive en courte durée, ça fait partie du jeu, comme un canapé qui est cassé ou autre, là, effectivement, elle me dit, il faut changer le canapé et après, je m'en occupe derrière. Ça reste quand même assez limité, en tout cas pour ma part. Il gère assez bien les biens, il n'y a pas de casse, enfin, c'est très, 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 très rare. Ouais. C'est franchement très rare. Mais après, oui, je suis d'accord, mais moi, je voulais vraiment pas m'embêter avec la gestion des messages. Je pourrais le faire parce que j'ai le temps, je peux me le permettre, en tout cas, par rapport à d'autres qui ont un travail très prenant et qui ne peuvent pas avoir la souplesse pour gérer les biens. Mais voilà, j'ai pris cette décision. Alors, effectivement, ça coûte de l'argent. Ça, je le vois sur les analyses que je fais tous les mois et chaque année. C'est vrai que en supprimant ces honoraires de concierge, de la conciergerie, sûr que le cash flow ne serait pas le même. Ça, c'est évident. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a cet aspect tranquille, mais j'aurais pu l'automatiser comme tu as fait, mais toi, t'as privilégié le fameux répondre un message à 22h voilà. que t'avais pas envie de faire, quoi. Non, mais je comprends clairement. Maintenant, c'est de savoir où est le point d'inflexion par rapport, je sais pas comment, à quel tarif tu commercialises, etc., tes taux de remplissage, mais où est le point d'inflexion? Parce que d'un moment donné, si on prend 18% sur les plateformes Airbnb ou Booking de commission, ouais, c'est ça. si on paye la femme de ménage, si on paye la conciergerie qui va peut-être même gonfler un peu la femme de ménage pour se payer un peu plus que les simples 20%, etc., etc., je me dis qu'au bout du bout, la marge a vraiment à se réduire et potentiellement, ça revient peu ou prou au même que de faire du meublé classique en long terme. Potentiellement, après ça dépend, c'est vraiment encore une fois en fonction de la totalement typologie, raison. en fonction de la typologie du bien, etc. Et je me dis que pour de la courte durée où il va y avoir une dégradation du bien, du passage, de la nuisance potentielle, etc., ça vient rajouter un petit peu tout ça. Ben, s'il n'y a pas forcément un cash flow vraiment positif qui s'en dégage, je ne vois plus trop l'intérêt si c'est pour gagner 50 balles de plus par mois comparé de la location meublée classique sur un T2, disons. Ben, je me dis mince, in fine, pourquoi pas le louer en meublé classique? Il y aura un turnover peut-être au bout d'un an, 2 ans, beaucoup moins de dégradation, beaucoup plus simple de faire respecter s'il y a une dégradation sur un bien mobilier, un canapé, un lit, de l'appliquer au locataire avec les 2 mois de dépôt de garantie qu'on peut appliquer, etc., etc. C'est quand même plus simple que sinon un canapé qui est déchiré, on s'en aperçoit une semaine après, comment le reporter sur le bon voyageur, c'est compliqué à faire valoir, etc., etc. On va perdre du temps pour 200 balles au final, le temps qu'on trouve la bonne personne qui va être de mauvaise foi peut-être ou pas d'ailleurs, mais enfin bref, c'est ingérable. Et donc tout ça bout à bout, je me dis mince, pour moi, faut que ça crache.
et en plus dans un contexte qui est quand même de plus en plus concurrentiel. Après, c'est pareil, ça dépend Complètement. des marchés, mais sur des villes moyennes, etc., où ça poussait comme des champignons, bah, si le taux de remplissage est pas au rendez-vous, etc., bah, in fine, tu te dis, bah, mince, est-ce que j'ai fait le bon choix? Par contre, l'intérêt, encore une fois, de la courte durée, c'est qu'on peut le tester. Même toi, avec ta conciergerie, t'en es l'exemple, tu le testes. Si ça convient pas, tu fais ton reporting. Ou si c'est bien, t'es Exactement. dans tes chiffres, c'est bien. Ça te convient plus parce que, bah, il y a moins de remplissage, il y a moins de trucs. Ils ont augmenté leurs tarifs, etc. Merci, au revoir, tu passes à autre chose. Et ça, au moins, c'est cool parce que tu as la main sur ton business et tu peux piloter et pivoter comme tu veux. Et effectivement, et c'est un très bon retour, une très bonne analyse que tu fais. C'est vrai, il y a des fois où sur des projets, ça vaut pas le coup de faire de la location courte durée en mettant tous les frais bout à bout. Effectivement, l'appartement peut dégager beaucoup de chiffres mensuels, mais derrière, Mm. avec tous les charges que implique la location courte durée, La conciergerie, surtout en mais oui, l'occurrence. Eh oui. mais Là, on même parle en cas conciergerie. oui, et même après en location courte durée, enfin, généralement, il y a quand même des frais, puis que l'investissement enfin, a été acheté un peu trop cher, les mensualités, enfin, on n'arrive plus à s'y Ouais, mais retrouver ouais. au vu de la concurrence qu'il y a. Effectivement, si Et s'il y a une conciergerie, encore plus. oui, effectivement, si t'as acheté un peu cher, que t'as eu un crédit avec des taux hauts, qu'il y a beaucoup de concurrence et du coup que tu remplis pas à 80% Oui, comme tu comme tu voulais, dis, si mais à c'est pour 60. gagner 50 balles, autant mettre en location classique. Il y a beaucoup moins de problèmes par la suite et beaucoup plus de tranquillité aussi. Exactement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu cette mode de la courte durée. Alors peut-être qu'il se tasse un petit peu et encore, je sais pas, et peu importe, mais il y a quand même eu cette mode et parfois on fait les choses peut-être par mimétisme. Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pas forcément se comparer aux autres. Et peut-être que certaines personnes se sont lancées là-dedans en se disant tiens, ça va être magique, ça va être truc, etc. Et au final, non, c'est pas forcément le cas. Donc ça dépend. Faut voir. Il faut que ça corresponde à soi, à son envie, son énergie et encore une fois, même dans le fait d'exploiter, bah tu vois, on est deux exemples avec Alex. Alex a préféré vraiment être délégué à 100%, d'être vraiment free et l'esprit tranquille. Et voilà, ça lui correspond. Ben moi, je préfère peut-être encore garder ça, même si j'aimerais bien m'en débarrasser, mais j'ai pas encore trouvé cette solution qui me correspond dans ma situation, avec mon point d'équilibre que je me suis fixé, etc. Et donc, je conserve ça, etc. Donc après, il faut l'adapter. Il y en a pour tout le monde et c'est top. Donc, Et carrément, ouais, c'est intéressant d'avoir les deux versions en tout cas. oui, tu parlais tout à l'heure des frais justement impliqués aux plateformes, que ce soit Airbnb ou Booking, qui prennent mais voilà, des commissions sur les réservations. Est-ce que toi, tu as justement essayé enfin, de faire un site qui t'est dédié où les personnes peuvent réserver en direct tes logements et éviter ces frais de plateforme? Et comment ça fonctionne, comment ça marche, comment tu le mets en avant? Parce que c'est vrai que Booking, Airbnb, aujourd'hui, ils ont le monopole sur les réservations. Est-ce que c'est des personnes qui reviennent dans tes logements? Enfin voilà, comment ça fonctionne un peu tout ça? Exactement, très très bonne question. Et je pense que là, on touche un point qui est à mes yeux essentiel pour celles, tous ceux qui souhaitent soit se lancer ou soit développer leur business, leur investissement en courte durée. C'est en effet, c'est de développer. Pour moi, c'est juste obligatoire d'avoir son site ou en tout cas une plateforme pouvant accueillir des réservations en direct et s'exonérer bah, forcément bah, les réservations via les plateformes qui, encore une fois, prennent 18% plus 1% de traitement par paiement par carte. Donc quasiment 20%. Donc sur quelqu'un qui va donner 100 euros pour une nuitée, il y a plus que 80 pour l'autre. Donc si on peut s'exonérer des plateformes et commercialiser à 95 euros au lieu de 100, c'est tout de suite 95 au lieu de 80. Et donc ça, bout à bout, fois X logements, fois X nuitées à l'année, etc., ça fait quand même la différence. Et donc oui, j'ai développé il y a deux choses que j'ai mis en place. La première, c'est que j'ai fait un site via WordPress. Plus exactement, c'est mon frère qui était à l'époque web designer, etc., qui m'avait créé ce site internet. Mais aujourd'hui, avec WordPress, avec les tutos, même quelqu'un qui peut pas débourser un seul centime, qui se met dedans un peu sérieusement en une semaine de temps, même pas en 3 jours, il a son site internet qui est fait. Et aussi, si la personne veut encore aller plus vite et moins se prendre la tête, il y a ne serait-ce que juste se créer une page Google My Business. Une page Google My Business, c'est on voit sur Google quand on fait les recherches, il y a les petits encarts qui apparaissent avec la photo, etc. Et il y a Et les même avis? et avec les avis exactement, il y a même pas Ouais. besoin d'avoir spécifiquement un site internet relié avec.
On peut juste avoir une page Google My Business, c'est comme on a une page Facebook, comme on a une page, etc. Donc on crée cette page avec les avis et donc ça, j'ai mis les deux choses en place. Par contre, je l'ai fait à l'époque, donc mon grand frère m'a fait le site, mais j'ai quand même une petite appétence sur l'informatique, sur toute la conception, etc. Comme ça, j'ai utilisé WordPress et donc j'avais fait une recherche sur le SEO, notamment sur via un outil magique de Google qui est Keyword Planner, pour voir un petit peu les volumes de recherche par rapport aux mots qui sont tapés par le voyageur. Et donc, je me suis mis dans la tête du voyageur et je me suis dit, bah, tiens, pour celles et ceux qui passent pas par Airbnb ou Booking, qui passent à l'ancienne sur Google, qu'est-ce qu'ils vont taper? Donc, moi, dans mon cas, je me suis mis location nuit Poitiers, etc. Et cet outil propose des suggestions avec un volume de recherche associé par mois. Et donc, j'en suis arrivé à me positionner sur le terme appart, hôtel, Poitiers. Voilà. Et donc, j'ai créé ce site internet appart-hotel-poitiers.com avec cette URL et créer la page Google My Business du même nom, ce qui me fait que quand les personnes tapent ça, c'est ce qu'ils tapent, ben, au moins j'apparais en haut de première page, que ce soit sur l'encart dédié au Google My Business et également sur le site internet, et ce qui fait que j'ai un trafic de façon naturelle qui pointe vers mon site, qui mériterait à être fait maintenant aujourd'hui, ce qui date un petit peu. Mais au moins j'ai ce trafic naturel, et ce qui me fait que grosso modo, euh, le fait d'avoir ce trafic naturel avec les gens qui réservent directement et ou des personnes qui appellent ou alors qui ont déjà réservé, qui veulent prolonger d'une nuit ou alors qui veulent revenir, bah, d'avoir cette plateforme, cette structure qui permet de réserver directement, bah, ça me fait à peu près dans mon cas 20 à 30% de réservation en direct sur l'ensemble des logements. C'est 20 à 30% du chiffre en direct. Ah ouais, c'est énorme. Déjà, C'est merci, énorme. merci pour le tip. C'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a de quoi optimiser avec le SEO. Donc, pour ceux qui connaissent, qui sont pas trop au fait, le SEO, c'est en fait la façon dont Google, dont l'algorithme de Google fonctionne pour vous classer en fait sur les recherches tout simplement. Donc, hyper intéressant. Justement, c'était la question que j'allais te poser, c'est que oui, faire un site, il y a pas de souci, mais c'est après finalement comment envoyer du trafic sur ce site, parce que je pense que ouais, il y a la majorité des gens qui quand même quand ils vont dans une ville et qui veulent se loger, vont directement aller sur les plateformes, tu vois. Donc l'idée c'était de savoir bah, comment mettre en avant ce site après quoi. Et grâce au référencement. Mais du coup le référencement, ouais, et voilà, il a répondu. Tu vois, moi j'ai regardé, là je suis allé une semaine à Limoges, j'ai dû me loger et il fallait que je sois par rapport à ce bien-là que j'achetais, etc., que je sois dans la proximité. Donc j'ai mis l'adresse du bien et j'ai regardé sur Google et sur Google Maps notamment. Et tu vois sur le cercle les hébergements ou alors les restos quand tu vas aller manger quelque part. Alors, tu peux taper restaurant telle ville et voir. Mais tu peux aussi, si tu as besoin d'un lieu spécifique, Google My Business, et c'est super puissant pour ça, et notamment lié à Google Maps, c'est que c'est vraiment, ça met en avant vraiment les localisations. Et donc, en fonction, le fait d'être référencé, etc., même si t'es pas d'un point de vue SEO, mais le fait que tu sois créé, identifié, ben, le mec qui est de passage et qui veut rester dans un périmètre de temps, ben, il va voir son restaurant, il va voir où il peut dormir, etc. Et t'es référencé. Et donc là, il clique dessus et tu peux ressortir. Donc ça, c'est un des points aussi de trafic naturel. Il n'y a pas que les mots-clés, il y a aussi ça. Euh, et aussi, encore une fois, même si on n'est pas référencé, même si on est en 158e page, où on n'est pas référencé sur les bons mots-clés, etc., bah, il y a quand même cette possibilité, la personne qui appelle, qui est déjà venue, ou alors dans le mail de remerciement, merci pour votre séjour, etc., vous pouvez revenir avec un code réduction, n'hésitez pas, il vous donne l'URL du site ou de la page, etc. Et là, tu Carrément, peux mettre... j'allais te demander, ouais, justement, j'allais te demander sur cette partie récurrence, est-ce que tu as mis des choses en place, toi, justement, pour faire revenir les gens et qui passent en direct la prochaine fois plutôt que pour passer par les plateformes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai encore beaucoup de travail à faire. À chaque fois, je me dis ça, ça fait 6 mois, faut que je revoie pour être encore un peu plus agressif sur ce pan et développer encore plus. Mais tout simplement, dans toutes mes communications sur Booking, Airbnb, etc., à chaque fois, bah, je balance après l'URL du site. Alors, la réservation a déjà été effectuée par les plateformes, mais déjà, la personne en a connaissance. Ensuite, je propose à la fin du séjour un remerciement avec un bon de réduction s'ils veulent revenir. Euh,
un bon de réduction et qui renvoie sur le site internet, le fait d'être bien référencé, tout ça fait que j'ai de la récurrence ou alors des personnes qui me rappellent. Encore une fois, je prenais l'exemple tout à l'heure des contrats que j'ai eu avec des artisans, etc. Revenus plusieurs mois et donc ça c'est pas mal. Ok, super intéressant là-dessus. Il y a une question aussi qui m'est venue tout à l'heure quand tu nous as dit du coup que initialement c'était des colocations que tu as passées en courte durée. Est-ce que tu as essayé de louer des chambres en courte durée dans une colocation déjà occupée par certains colocataires? Non, 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 je suis pas allé jusque-là. Mon frère, Ok. mon frère l'a fait sur une petite commune à côté de Poitiers, sur Chauvigny. Il l'a fait, mais je suis pas allé jusque-là. Ça peut être intéressant, hein, c'est vraiment pousser le vice de l'individualisation, que ce soit en termes de nuitée et puis de petits lots, de petites surfaces. Mais je sais que lui, il avait rencontré, pour l'expérience de mon frère en tout cas, des problèmes de personnes qui se trompent de chambre, qui rentrent à minuit, mais qui veulent rentrer dans la mauvaise chambre, etc. Ça dérange l'autre voyageur. Enfin bref, après c'est potentiellement Ouais, ça compliqué. peut créer d'autres problématiques, Ça peut, effectivement. Ça, c'est sûr. mais ça peut être un moyen et je suis sûr qu'on pourrait trouver des personnes qui font ça et qui le font très très bien et ça fonctionne. Mais je préfère mettre le logement. C'est un service global que je mets à disposition, voilà, des familles, des couples et ça me va très très bien comme ça. Les prix sont déjà supérieurs de facto, donc voilà. C'est Ouais. toujours pareil. Si c'est pour aller chercher 50 euros de rentabilité supplémentaire, mais se créer des soucis, bon. Mais pourquoi pas, ça peut être envisageable et je suis persuadé que certains le font et ça doit bien fonctionner pour eux. Ouais. Bah, effectivement, quand ta coloc est entièrement libre, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire du mix comme ça, mais je pense que c'est plutôt quand potentiellement t'as 4 ou 5 chambres et t'as une chambre où t'as du turnover dessus, t'arrives pas forcément à la remplir parce que Ouais, je ouais. sais pas, c'est les mois d'été et tout ça, tu vois. Je pense que là, peut-être ça a plus de sens déjà. Ouais, par exemple, ouais, exactement, ouais. Ok, bah super intéressant. Et du coup, pour récapituler, faire un petit récap, du coup, là, cet investissement que tu as réalisé en 2018, que tu as optimisé avec le temps, tu disais qu'il a été un peu game changer pour toi. Et derrière, tu as continué aussi d'investir dans le locatif où justement tu as basculé un peu vers le marchand. Alors cet investissement, donc ouais, il a été game changer dans le sens où ça m'a permis de faire le deuxième immeuble qui est au même propriétaire juste à côté. Oui, c'est Euh, vrai. donc là en association, donc là on part sur 5 locaux d'habitation. Donc là j'en exploite 2 autres moi en courte durée où je Ok. sous-loue à la SCI et j'exploite Ouais. derrière. Euh, Ça m'a permis également sur ce premier investissement de découper, de revendre un bien tout de suite. M'a permis de rembourser une partie, en partie des fruits de la vente qui partent sur le remboursement du crédit, mais récupérer une autre partie des fruits de la vente. Ce qui m'a permis, d'une part, avant tout, c'était pour être en sécurité par rapport aux investissements globaux. D'un moment donné, c'est quand même Ouais. intéressant d'avoir son matelas de sécurité qui augmente aussi au fur et à mesure pour être tranquille. Et ça m'a permis de me diversifier fortement sur d'autres classes d'actifs. Et c'est à cette période-là aussi où j'ai lancé justement le podcast La Bonne Fortune pour continuer d'apprendre et puis de partager un petit peu tout ça. Donc ça m'a permis de me positionner en bourse, sur les cryptoactifs, dans du crowdfunding, sur les énergies renouvelables, sur du private equity, sur plein de choses. Donc sur toutes ces choses-là, ça a été game changer. Le fait de découper, de vendre tout de suite directement, ça m'a permis de comprendre que en effet, il y a la possibilité, même sans faire d'apport de valeur, de création de travaux par exemple, et cetera, de dire que, potentiellement, tu peux vraiment tomber sur des pépites ou des bonnes affaires que tu as réussi à dénicher, à te créer et revendre tout de suite au prix du marché, mais en une demi-seconde et tu te dis: «Bah, tiens, tu as un enrichissement quand même conséquent». Là, on parle Ouais. pas de cash flow à quelques centaines ou milliers d'euros supplémentaires, c'est vraiment une somme tout de suite et donc ça m'a donné envie avec, notamment, heu, les précédents achats moi-même, avec ma compagne. On a racheté ce premier appartement, la vente de la résidence principale et cetera. Toutes ces expériences m'ont été bénéfiques et m'ont fait comprendre qu'en effet, lors d'une vente, qu'on ait remboursé ou pas du capital ou alors qu'on ait fait une bonne affaire, là, potentiellement, il y a quand même un flux financier qui est tout de suite bien plus important et ce qui m'a donné envie tout à fait à me lancer sur le marchand de biens. Mais avant de peut-être partir sur le marchand de biens, pour revenir sur la courte durée, si vous voulez bien, vu qu'on est dedans, Ouais, bien sûr. il y a aussi d'autres tips pour développer le business qui sont potentiellement assez simples à mettre en œuvre. C'est aussi la création
et la proposition de vente additionnelle, ce qu'on appelle l'upsell, jargon un Ouais, peu anglophone. ouais, complètement pas la petite boîte de chocolat pour la Saint-Valentin, les choses comme ça. Bah, par exemple, mais moi dans mon cas, tu vois, je vais exploiter du stationnement. J'ai une cour privative avec du stationnement, mais j'ai moins de stationnement que de logement en courte durée. Ben, je le propose de façon individuelle. De base, j'avais mis des stationnements rattachés à tel logement. Mais sauf que de force d'expérience, juste situé juste à côté de la gare, il y a des personnes qui venaient qui n'avaient pas besoin de stationnement parce qu'ils venaient en train, etc. Donc le truc qui servait à rien. Et d'autres qui me demandaient du stationnement mais qui n'en avaient pas. Et donc je me suis dit bah attends, je vais laisser les logements au même prix, je vais retirer le stationnement compris automatiquement. Par contre, je vais le mettre en option. Et donc je le propose, merci, vous avez réservé. Si vous avez besoin d'un stationnement, par contre, vous pouvez réserver en plus, etc. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui me permet d'augmenter. Alors c'est pas forcément significatif, ça va pas changer ma vie, mais in fine, aujourd'hui j'exploite jusqu'à maintenant 4 logements, 4 stationnements, pardon, à 10 balles par mois. C'est de façon totalement automatique. Il y a zéro entretien. Là, c'est vraiment de façon automatique une fois qu'on a paramétré. Mais à 10 euros, à 10 euros par jour, fois 4, 40 euros par jour, fois 30, 1200 euros, pardon, par mois, potentiellement. Alors, je fais pas du 100% sur le, mais in fine, ça fait quand même, ça fait quand même la Ah, diff. tu fais comme les hôtels. C'est Oui, oui, ça. au final, ça fait quand Ouais. même grandement la différence parce que c'est des petits montants certes, mais qui vont après se multiplier énormément de fois dans l'année. Et puis là, tu as parlé des parkings, mais je suppose que Ça peut être du c'est un service. pan. Mm. Ouais, voilà, ça peut être en fait en multipliant un petit peu les upsells comme ça, c'est clair que je pense que tu peux bien augmenter la rentabilité. Ça peut être du service, tu Et vois, il y a eu pas mal de personnes qui ont fait de la location courte durée avec les trucs spa, jacuzzi, etc., etc. Ben, potentiellement, quelqu'un qui a plusieurs logements mais qui a un spa, ben, il peut le mutualiser et de dire, ben, tiens, t'as l'accès au spa pourtant sur une heure, etc., etc. S'il l'a mis en place, c'est qu'il a déjà son système pour le faire gérer, nettoyer et tout. Et ben là, tu le proposes en plus et potentiellement, ça peut être vraiment, d'une part, la personne, il va louer ton logement parce qu'il voit la belle photo du jacuzzi, etc., même si c'est à partager, mais il voit quand même cette photo, donc on se dit, ah, putain, c'est canon, je vais une semaine, je vais mettre mon cul dans l'eau et tout, je suis bien. Et, et donc, du coup, tu peux faire de l'upsell. Après, ça peut être des produits locaux. Quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est de Bourgogne, il peut proposer du vin, ou dans le Nord, de la bière, ou du chocolat, etc. Et à côté de la Belgique, j'en sais rien, enfin peu importe, mais tous les produits locaux, ça peut être ça. Et puis après, c'est libre recours vraiment à l'imagination de la personne. Pendant un temps, moi, je proposais du vin euh, en libre service, en libre service après la personne payée. Alors non pas pour de base, c'était pas l'idée première, c'était pas de m'enrichir financièrement, c'était de proposer une prestation supplémentaire. Dire putain la personne qui arrive, s'il veut boire un coup, etc. Il est avec sa femme, il n'a pas besoin d'aller à la supérette, il peut se servir et Ouais, puis c'est voilà. plus un confort pour le voyageur. Mais ouais, exactement. Donc parce que j'ai pas de à Poitiers, il y a pas sur le, on n'est pas sur le vin, on n'a rien du tout, donc j'ai pas de valorisation là-dessus. Mais après j'ai arrêté parce que sur un souci de logistique et tout. Mais ça peut être, on peut tout imaginer vraiment. Et là on parle de la courte durée, on va dire classique, mais quelqu'un qui fait vraiment du luxe ou une villa, etc. On peut proposer des services de chauffeur, de trucs, de navette. Enfin, bref, c'est vraiment à l'infini. Et ce qui est assez cool, c'est que ça peut être encore une fois automatisé via les messages automatiques, le channel manager. Et encore une fois, dès lors qu'on est relié avec un système de paiement, maintenant avec les terminals de paiement en ligne type Stripe, etc., c'est très facile de mettre en œuvre. Mais encore une fois, toutes ces sommes-là, elles sont pas impactées par les commissions des plateformes. ouais, bah, justement, j'allais te demander, quand tu fais ce genre de service additionnel, est-ce que c'est des choses que les gens vont payer directement bah, sur Airbnb, tu vois, pour la place de stationnement, par exemple? Ou est-ce que en fait, ça vient dans un deuxième temps? En fait, ils réservent et ensuite, c'est avec toi qui traite en direct, en fait, finalement. Exactement, ça, ils réservent. Moi, dans mon cas, ils reçoivent le mail de réservation. Merci, vous avez réservé pour telle date à telle date, tel logement. Vous recevrez l'ensemble des instructions pour accéder au logement tel jour, enfin le jour de votre arrivée. Si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'un stationnement, on en propose. Voilà, et vous pouvez, si vous voulez réserver, vous pouvez cliquer réserver. Là, la personne clique sur le lien, ça renvoie sur moi mon channel manager qui est relié à Stripe, le terminal de paiement, le paye avec sa carte bleue en ligne de façon classique et terminé quoi. Ouais, bah, trop intéressant, comme tu dis. Du coup, ça permet aussi de s'extirper un peu de ces plateformes-là, quoi. Et c'est chouette. Et Channel Manager, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on en parle un peu depuis le début de l'épisode, mais
Si vous êtes pas là-dedans, vous savez peut-être pas trop ce que c'est. C'est tout simplement un logiciel en fait qui va permettre de synchroniser vos annonces de courte durée avec toutes les plateformes, donc Booking, Airbnb, en temps réel et qui va vous permettre de gérer les biens en fait, tout simplement, d'encaisser les réservations, de synchroniser les calendriers, tout ça quoi, et d'envoyer les messages en automatique qui vont avec. Ça fait tout, quoi. Exactement, c'est la tour de contrôle, ouais, qui permet vraiment d'automatiser tout ce que vous avez évoqué, ouais. Et du coup, Ismaël, quels sont maintenant les nouveaux projets? Est-ce que tu comptes accélérer sur cette partie location courte durée en rachetant de l'immobilier pour poursuivre cette activité ou passer à autre chose dans l'investissement? Ouais, tu l'as évoqué tout à l'heure, l'achat-revente potentiellement. Ouais, exactement, ouais. Non, je souhaite pas à l'heure actuelle spécialement développer ce pan purement et simplement de la courte durée. Ça pourrait être un outil, et notamment sur le cas de l'achat-revente, et on y reviendra. Mais oui, tout de suite maintenant, c'est l'envie, la volonté de développer une activité de marchand de biens. Mais donc je dois signer une opération, enfin voilà, sur une opération de marchand, en association avec un ami qui lui est déjà marchand, parce que j'ai beau déjà avoir fait des ventes, des acquisitions, et cetera. Hem, je l'ai fait tout le temps en nom propre et sans être qualifié en qualité de marchand de biens. Ça a quand même une incidence, notamment en termes de responsabilité, en termes juridiques, en termes de fiscalité, également. Oui, d'ailleurs, tu fais bien de le préciser parce que même sur les réseaux, on entend des fois beaucoup parler d'achat-revente, de flip, de machin. Quand c'est des personnes qui souvent ont acheté en résidence principale, fait des travaux et revendu. Et là, on parle vraiment donc de marchand de biens, donc qui est une activité réglementée, qui a besoin d'une structure commerciale, qui a des comme tu... C'est pas réglementé. Ah C'est oui, pas comme un agent immobilier où il doit avoir la carte oui. T, tu vois, où c'est réglementé. C'est pas réglementé, mais on doit avoir une structure dédiée pour faire cette Voilà. activité avec plein de. En tout cas, qui a ses spécificités Ouais, juridiques, ouais, qui a besoin d'une structure c'est ça. commerciale, qui, comme tu disais, Ismaël, très bien, qui a des responsabilités aussi en termes sur les travaux effectués, Mm. etc. Donc, qui est vraiment en fait un professionnel de l'immobilier et qui est pas juste un particulier qui a refait sa maison, quoi. Exactement, et ça, on le voit, ça a des incidences sur pas mal de choses. Dès lors qu'on va acheter en société, bah, déjà, par exemple, sur le compromis, on n'est plus sur les 11 jours de délai de rétractation si on veut se retirer du bien. Et à la limite, ça, c'est une anecdote, mais ça peut être en termes de responsabilité. On a engagé par rapport il y a tout le temps cette petite ligne dans le compromis, un particulier n'est pas tenu sur les vices apparents et ou cachés, etc., etc. Sauf que là, pour le coup, le professionnel de l'immobilier, lui, est tenu et est responsable si 5 ans après, la toiture s'effondre, etc., etc. Ben, potentiellement, c'est à la charge du marchand de biens qui est réputé comme professionnel, etc. Et donc, on peut revenir chercher ce marchand sur une opération des années plus tard par rapport à une opération qui s'est mal passée potentiellement. Et donc, il y a des responsabilités comme ça vraiment assez importantes qui différencient en effet, la personne qui fait une opération d'achat-revente. Le process va être potentiellement plus ou moins le même. Mais si on fait une opération comme ça, par an, 2 ans, etc., oui, on fait de l'opération d'achat-revente, mais on n'est pas marchand de biens au sens juridique du terme. Voilà, c'est pareil, on va bénéficier, à l'inverse, plutôt positif, de frais de notaire réduits en, en qualité de marchand. Il y a des notions aussi de fiscalité, notamment avec la TVA, qui va être totalement différente. Quand on fait une opération d'achat-revente, typiquement la résidence principale, ce qui peut être intéressant pour les personnes, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de fiscalité sur la plus-value sur une résidence principale. Donc la personne, grosso modo, achète son coût de résidence principale 200, revend 300, fait des travaux peut-être, etc. Allez, elle fait une marge ou une plus-value de 100 000 euros, bah, très bien, c'est net dans sa poche, il n'y a pas de fiscalité, de plus-value, etc. Sauf que là, bah, d'une part, ça sera dans le cadre d'une structure, donc il y aura la fiscalité de la société dessus, avec la fiscalité immobilière qui est la plus-value des professionnels, etc. Et puis après l'IS, etc., etc. Donc faut tout voir. Et puis après, il y a aussi des notions de TVA qui peuvent être appliquées. Il y a des cas d'exonération de TVA, il y a des cas de TVA sur marge, la TVA sur prix total. Et donc, en fonction, et c'est dans ce sens où justement les personnes qui tirent un peu trop sur la ficelle, qui font une, deux, trois opérations en façon non propre, autonome, et se font requalifier Ouais. derrière, ça peut faire vraiment très très mal, et notamment en termes d'une part de responsabilité, et deuxièmement de fiscalité qui viendrait Oui. gréver potentiellement
quelqu'un qui se tape une TVA sur l'ensemble, donc 20 points sur l'ensemble de la vente, grosso modo 20 points, si la marge était de 20 points, bon, il est terminé, il n'y a plus de marge, quoi. Donc, sauf que Ouais, ouais, forcément, le clairement. redressement, il va se faire des années après. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de partir là-dessus sur des projets de marchands, avec mon ami associé Sylvain Turbet, qui, comme je vous le disais en amont de cette émission, est Oui. assez présent, assez chaud sur LinkedIn. Il donne pas mal de contenu sur justement l'activité de marchand de biens. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment d'une part de développer cette activité ensemble, mais aussi de permettre l'investissement vraiment aux personnes qui souhaitent vraiment trouver des investissements, des classes d'actifs qui correspondent, et notamment l'immobilier, et de rentrer sur des opérations de façon assez courte, assez rapide, parce qu'il y a quand même pas mal de plateformes qui ont démocratisé ça. Je pense notamment à Naxago Community dans les années, début des années 2000, 2014, hein, si je dis pas de bêtises, qui ont bien cartonné, qui ont bien grandi, mais qui aujourd'hui proposent plutôt des projets d'une part de promotion immobilière. Alors, c'est pas forcément sur des opérations de marchand, mais sur de la promotion, sur des opérations beaucoup plus conséquentes en termes de volume, et après, aussi en termes de délai. C'est-à-dire que souvent, ils passent la levée de la souscription via l'obligation, mais sur des délais de 2, 3, 4 ans minimum, et avec des rendements proposés souvent inférieurs à 10 points. Voilà, là où nous, on veut se positionner, forcément, on ne traitera pas du tout le même volume que ces grands groupes. Là où on veut se positionner sur des opérations de marchands simples, rapides, à taille humaine, et avec une rémunération potentiellement pour les investisseurs à plus de 10 points, avec là également un système obligataire qui est assez intéressant pour l'investisseur, qui, d'un point de vue juridique, offre quand même pas mal de garanties par rapport euh, à de l'equity ou de la prise de Ouais, participation. ouais, donc si je comprends bien, là, vous avez pour projet de faire finalement votre crowdfunding, en fait, perso, quoi, sans forcément passer par les plateformes, de le faire en direct. Euh, c'était ma prochaine question, donc tu l'as bien désamorcé. C'était comment ça marche d'un point de vue financement. Est-ce que effectivement les gens rentrent avec de l'equity dans le projet et finalement sont associés sur le projet, ou est-ce que c'est plutôt de la dette avec des obligations? Mais tu as très bien répondu. Du coup, en fait, c'est Non, tout est les possible. obligations. Nous, on va Ouais. partir. Ok. Nous, on a fait le choix de partir sur le côté obligataire, mais c'est possible de faire son projet et de faire rentrer les personnes en equity. Euh, L'avantage et l'inconvénient. L'avantage de l'equity pour l'investisseur, c'est qu'il va se sentir vraiment pleinement engagé dans le projet. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas il Ouais. y a pas de garantie de sortie, il n'y a pas de garantie de rémunération, il y a du risque En fait, associé, il y a du, En fait, c'est deux profils d'investissement hyper différents. En fait, c'est soit je prends part au projet, j'ai potentiellement plus de rendement, enfin de return si je reste dedans, mais potentiellement je peux aussi tout perdre. Et inversement, si on part sur de l'obligation, c'est fixé, je sais quand mon argent ressort, je sais à combien je vais en retirer, etc. quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, ça va bien plus loin, mais déjà, ça, vraiment la base et les fondamentaux, c'est vraiment ça. L'obligataire, enfin, l'obligation, c'est vraiment régulé, c'est réglé. Donc, il y a un montant fixe par an. Donc ça, c'est le contrat, c'est contractuel. Après, il y a des notions aussi de priorité de remboursement. Euh, Quand on fait, par exemple, un crédit à la banque, si on a une hypothèque associée, etc., s'il y a un défaut de paiement, ben, c'est la banque qui va récupérer le bien qui sera prioritaire, même si on a souscrit des dettes à papa, à maman pour mettre l'apport, par exemple, ben non, ça va être la banque qui va être prioritaire, et après, ça va être papa, maman qui nous ont aidés, qui viendront après coup. Là, dans le système de l'obligation, pour schématiser, ben, potentiellement, c'est pas toujours le cas, mais potentiellement, les obligataires vont être vraiment prioritaires. Il y aura pas de, euh, il y aura pas d'hypothèque au premier rang, etc., mis pour la banque. Et donc potentiellement, ça offre une sécurité, d'une part une lisibilité avec ce rendement fixe et établi en avance, et deuxièmement une sécurité supplémentaire. Après, l'equity, ça peut être fait soit de façon directe sur la société qui va faire l'acquisition du bien, hein, typiquement la société, je sais pas moi, la société immeuble, voilà, on va dire comme ça. Ou alors, ils vont pouvoir, il y a des systèmes en equity qui sont beaucoup aujourd'hui. On va créer ce qu'on appelle une SPV.
Special Vehicle Purpose, donc une société annexe, tout simplement, qui, elle, on va faire rentrer tous les investisseurs dans cette société, et cette société prendra des parts de la société immeuble. Et donc, les investisseurs sont en equity, mais de façon indirecte. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment impliqués dans le truc, etc. Est-ce qu'ils ont vraiment les avantages? Ça dépend vraiment de comment la société rentre, la société investissement rentre dans l'autre. Donc, voilà. Donc, en termes de facilité, de lisibilité, etc., on part sur le choix de l'obligation, ce qui nous permet aussi d'avoir des coûts maîtrisés, fixes, à l'image d'un crédit bancaire. Quand on va faire un crédit bancaire, aller à un particulier qui oui, parce que dans le cadre d'une activité de marchand, les crédits sont un petit peu différents, vont pas se faire de la même façon, vont être un peu plus coûteux également. Mais quelqu'un qui emprunte à 5% par an, bon, on sait que ça coûte 5% du capital restant dû par an, donc ça coûte tant, on a le tableau d'amortissement, il y a cette lisibilité. Et donc là, pour nous, d'un point de vue porteur de projet, c'est intéressant aussi d'avoir l'obligation, d'une part pour rassurer les investisseurs, mais aussi pour nous, en termes de lisibilité sur le prévisionnel, sur l'opération globale, est quand même assez intéressant. Ouais, complètement. En fait, tu sais combien ça va te coûter, donc c'est plus simple, ouais, d'un point de vue opération derrière à gérer. Ça, c'est clair. Est-ce que t'as d'autres choses à partager par rapport à ce projet-là, justement, qui va arriver Des chiffres, potentiellement? Ouais, si tu veux en parler. Hein. Ouais, bah, si, avec grand plaisir. Des chiffres, alors je sais pas, est-ce que si on peut faire un partage d'écran, ouais, euh, normalement, tu peux. vous allez avoir la présentation en avant-première. Mais bon, vu qu'on signe dans une semaine, je peux me permettre de vous envoyer ça. Du coup, là, on se retrouve sur le deck de présentation de ce fameux projet, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais, le petit deck de présentation. Bon, il est pas à jour, c'est marqué janvier 2024, mais ça se signe là encore une fois. Ouais, voilà. Alors, du coup, c'est une maison d'habitation, c'est très très simple, c'est une maison d'habitation. Donc comme je disais déjà avant de revenir dessus, je porte le projet accompagné de Sylvain Turbet qui est lui marchand de biens, qui a une expertise aussi travaux. Il était menuisier de profession, enfin initialement il a fait ses études en menuiserie, et il est plutôt expert sur la division immobilière, quoi. Il est plutôt sur la division de bâti. Et donc là, on part sur un petit projet sur la commune de Saint-Benoît, donc juste à côté de chez moi, à côté de Poitiers. C'est une maison d'habitation, somme toute, des années 60-70, somme toute classique, qui est aujourd'hui déjà divisée en quatre lots, 4 appartements. Je ne sais pas si vous voyez là Si on Ouais, on sur va la voit, bien. slide Ouais. avec la souris. Donc on a grosso modo 4 T2 de 40 mètres carrés chacun. Donc on a 2 plateaux de 80, un peu plus de 80 mètres carrés. Et en petit bonus, on a tout un plateau de 140 mètres carrés en arrière, derrière, qui office un petit peu de garage. Donc là, l'idée, c'est de faire de la rénovation complète des logements, mais avant tout, donc déjà, c'est un bien qui est situé sur la commune de Saint-Benoît, comme je disais, ça touche Poitiers. C'est une petite commune vraiment chic, assez recherchée. C'est la ville à la campagne, mais qui est assez vraiment cotée au niveau de Poitiers. On se trouve à 10 minutes du centre hospitalier universitaire de Poitiers. On a un quart d'heure du Futuroscope. On a toutes les commodités, tous les commerces. Et sur ce bien, donc qui est un petit peu dans son jus, l'idée c'est de faire vraiment des travaux euh, de rénovation intérieure, rafraîchissement, mais sinon on touche pas du tout à la structure. Après, on va peut-être l'idée c'est de fusionner euh, l'étage. D'habitude, on part souvent sur les opérations de marchand en faisant de la division, de la création de lots. Là, ça va être l'inverse. L'idée c'est de fusionner l'étage pour deux choses. D'une part, se retrouver avec une typologie de biens différente, avec deux lots T2 au rez-de-chaussée et un lot T4 à l'étage, donc une typologie de biens différente. Et à l'étage, on a cette grande terrasse là derrière la maison qu'on peut Ouais, qu'on voir voit, sur la ouais. photo. Et en fait, ça permettra de faire s'adresser surtout sur une famille ou un jeune couple pour faire de la résidence principale avec un effet coup de cœur justement avec cette terrasse, etc. Et donc c'est pour ça qu'on rassemble pour ces deux questions. Et on a tout un plateau de 140 mètres carrés également à exploiter dessus. Donc, Vous avez prévu d'en faire quoi, là? Vous allez le diviser, le revendre à part entière, enfin, le rénover ou le vendre en projet, peut-être? non, alors exactement, c'est le vendre en projet. Après, la personne peut être libre, ça peut être un artisan qui veut s'installer, je sais pas moi, pour faire de la menuiserie, etc. Ça peut être quelqu'un pour faire du stockage, pour la location, enfin pour du garage, du stationnement de véhicules, etc. Et donc l'idée, sur la création de copro, c'est de créer deux lots sur ce plateau. Après, libre à la personne si elle veut acquérir la totalité. Mais sinon, l'idée, c'était de créer deux lots pour faire et ou du stockage
et ou pour un artisan ou une profession qui voudrait s'installer, etc. Voilà. Donc, mais l'idée, c'est de le vendre brut sans rien y faire là-dessus. Clair. Pareil pour les appartements, il y a des clauses en marchand, on peut mettre aussi des clauses de précommercialisation, etc. C'est-à-dire que typiquement, même avant de signer la vente officielle, on peut déjà nous-mêmes mettre en vente, et c'est là où on arrive à des processus potentiellement qu'on signe l'acquisition le lundi et on vend directement, on signe la vente dès le mardi parce qu'on a précommercialisé. Et c'est-à-dire que pendant ce processus qui prend souvent grosso modo 3 mois, après c'est variable, on peut déjà mettre en vente les biens. Donc on va pas s'interdire non plus, même si l'idée c'est de faire une rénovation complète des appartements, de les pré-commercialiser en l'état, si ça match et ça peut plaire, et comme ça, encore une fois, dans le but de faire une opération assez super rapide, voilà, et assez liquide. D'un point de vue de la structuration, donc ce que je vous expliquais, il y a la société Le Bon Flip, le nom Le Bon Flip, là, on en parlait juste avant aussi. Flip, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire aller-retour, donc c'est un mot assez communément employé sur toutes les activités d'achat-revente et donc dans le milieu des marchands de biens. Donc on est parti sur ce projet-là. Donc la société fait l'acquisition du bien et donc les investisseurs peuvent également participer à cette acquisition en rentrant via des obligations. D'un point de vue technique, on passe par la plateforme EquiSafe pour mettre en place, parce que c'est pareil, mettre en place des obligations, il y a des contraintes réglementaires et juridiques. On peut pas le faire si la société a moins de 2 ans, ou alors ça nécessite de faire intervenir un apport commissaire aux comptes, etc., etc. Après, là, on rentre un petit peu dans le technique. Et donc, on passe par cette plateforme EquiSafe, qui a l'habitude de travailler notamment avec des groupes connus, ou même Green Bull, peut-être vous connaissez, qui a l'habitude de mettre en place ces systèmes et qui sont agréés par l'AMF, etc. Et pour pouvoir justement éditer toutes ces obligations et permettre un parcours utilisateur assez cool. Oui, en fait, c'est l'intermédiaire qui va structurer l'opération et entre les investisseurs et Mais vous, c'est quoi. trop bien ça. Exactement. Alors, il structure pas l'opération, mais juste l'émission d'obligations. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Oui. Donc là, on est sur je vous parlais de plus de 10 points, donc on reversera 13% exactement à l'année, sur un taux à 13% à l'année. Et donc le prévisionnel, ce que vous demandiez, des chiffres de l'opération, on le retrouve ici. Là, on est sur une opération, un coût d'acquisition un peu moins de 220 000 euros, FAI, avec des frais de notaire, ce que je vous parlais tout à l'heure, les frais de notaire réduits, donc un peu plus de 6 000 euros, ça peut paraître faible, mais en effet, encore une fois, ils sont réduits, donc on n'est pas sur des tranches à 7-8% comme la coutumier, mais on est plutôt à 3%. Sur ce projet-là, une enveloppe globale de travaux, de création de copro, de découpe, etc., à 125 000 euros, avec une petite poche de 10% d'imprévu pour sécuriser encore plus ce deal, donc à 12 000 euros. Des frais juridiques, comptables et de structuration, environ 10 000 euros. Des frais d'assurance, c'est pareil, en qualité de marchand de biens, on parlait des risques juridiques, en tout cas un engagement, une responsabilité, et donc il est important d'être assuré correctement. Donc là, pareil, estimé à 2 000 euros pour un projet global, un peu moins de 400 000 euros, à 375 000 euros. Et donc après, en termes de commercialisation, donc on est parti sur deux plans qu'on peut retrouver là sur le tableau de droite. On les a mis le flip réaliste et le flip parfait. On aurait pu voir la partie, on va dire, conservateur, et puis le flip réaliste, mais bon, on est parti comme ça. Grosso modo, avec les lots refaits sur une commercialisation à 110 000 euros pour les deux T2 du rez-de-chaussée, à 225 000 euros pour le T4 qui sera créé, fusionné à l'étage avec cet effet coup de cœur, résidence principale, etc. Et le lot du garage du plateau, là, 140 mètres carrés, on part entre 40 et 50 000 euros. Et donc voilà, sur cette estimation du flip réaliste, on est sur un montant global donc, de commercialisation à 485 000 euros, ce qui fait un résultat net hors impôt à 110 000 euros, parce que dedans, même prévu l'impôt sur les sociétés à 15 000 euros. Et donc, la rémunération des investisseurs est prévue à 48 000 euros, donc à ces 13%, parce que l'opération durera même moins d'un an.
mais donc 13%, donc 48 000 euros, et tu vois la marge sur un flip, sur une projection flip réaliste. Grosso modo, on partage la marge clairement avec les investisseurs. Voilà, sur 46 000 euros. Oui, c'est ça, ça fait quasiment 50-50. Ouais. Sachant que là, l'idée, c'est de faire financer la totalité par ce système d'obligation, c'est ça? C'est ce que j'allais dire, ouais. Non, Est-ce que vous passez par un financement ou c'est juste l'apport nécessaire pour le financement ou... non, alors là, les chiffres sont montrés sur un financement à 100% par l'investisseur, mais en gros, on va lever 250 000 euros, jusqu'à 250 000 euros pour les investisseurs. Et nous, on va financer aussi le reste, etc. Donc, dedans, il n'y aura pas 50 000 euros en tout à reverser. Un mois qui sera levé par rapport Ok. à la Ouais, projection. donc il y aura pas il y a pas de frais bancaires liés à un financement. Non. L'idée, c'est vraiment de s'exonérer de la banque pour deux raisons. D'une part, aller plus vite, et deuxièmement, permettre Oui, l'opportunité à des investisseurs de rentrer. Et deuxièmement, en termes très aussi bien. de sécurité, parce que dès lors qu'on va faire rentrer la banque, on va se positionner pour être avec le premier rang, etc., etc. Oui, Et donc, non, mais sur c'est les sûr, hein. considérations qu'on parlait tout à l'heure. Et donc, non, l'idée, c'est d'y aller en cash nous-mêmes, et puis après, avec, voilà, de faire profiter cette opération aux investisseurs. Euh, voilà un petit peu C'est génial. les chiffres. Trop, trop bien. Et là, du coup, cette opération, bon, elle va se signer prochainement. Quelle a été l'étape au niveau des investisseurs pour les faire rentrer dans le projet? Est-ce qu'ils sont rentrés? Est-ce que c'est toujours en cours? Ou est-ce que c'est après que ça vient? Non, ben là, à l'heure où on se parle, c'est pas encore lancé. La collecte n'est pas encore lancée, dans le sens où Ok. on signe le compromis, comme je te le disais, la semaine prochaine. Donc, dès lors que Ah le oui. compromis est signé, là, Oui. on lance vraiment officiellement la collecte. Ok. Voilà, et l'investisseur va pouvoir simplement se rentrer, participer. Mais à l'heure où on se parle, non, c'est pas encore ouvert. Ok. Donc, s'il y a des personnes qui veulent rejoindre le projet, ils peuvent passer par le bon flip. Oui, c'est ça. Enfin, globalement, je suppose te suivre à toi et à Sylvain Oui. sur les réseaux pour se tenir au courant de l'avancée, quoi. Tout à fait, oui, il y a sur les réseaux, il y a le site lebonflip.com qui est créé, hein, qui existe déjà aujourd'hui. À l'heure actuelle, la personne peut aller sur le site, renseigner son mail s'il veut être au courant de l'avancée, etc., etc. Mais voilà un petit peu en avant-première. Vous avez le deck et tout en avant-première avec ses petites imperfections, la C'est trop date, bien. etc. Non, mais trop bien, trop bien. Ça permet aussi, je pense, pour vous qui nous écoutez. Alors, vous qui nous écoutez, vous avez pas l'image, mais je vous invite du coup à aller voir la vidéo YouTube. Mais hyper intéressant de voir un petit peu concrètement à quoi ça peut ressembler une OP de marchand pour ceux qui sont pas forcément habitués à ça. Et cette Donc, OP, merci sur pour ça. vraiment la philosophie, c'est que ça soit une opération simple à comprendre, simple à réaliser. Là, on part sur une optique avec des travaux, avec un artisan avec lequel j'ai déjà travaillé sur des superficies assez conséquentes de rénovation, etc. Euh, et qui aille vite dans le temps, parce que c'est pareil. On sait très bien que sur les investissements, vous êtes bien placé pour le savoir, et je pense que votre audience est Oui, assez éduquée là-dessus. Mais un des points clés d'un investissement, c'est aussi la liquidité, indépendamment de sa exactement. performance. Là, on parle de 13%, c'est quand même assez élevé sur des Oui, opérations de marchand, sur l'obligation, etc. Communément, on va tourner à 8, 9, 10%. Mais ce que je vous disais tout à l'heure avec les exemples que je prenais, c'est que potentiellement, on va être sur des opérations où c'est bloqué minimum 3, 4 ans, parce que ce sont des opérations beaucoup plus lourdes, euh, etc. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller vite et de pouvoir faire bénéficier l'investisseur sur ce projet-là, de l'accompagner aussi. Il y a toute cette aventure pédagogique avec Sylvain, avec tout un reporting qui sera fait avec l'expertise de Sylvain, sa qualité de marchand, etc. autour du projet. Mais il y a aussi et surtout la volonté que ça aille vite pour pouvoir servir et fournir rapidement, et parce que on aime tous pouvoir disposer de notre cash et des intérêts, des fruits de nos investissements potentiellement assez rapidement, ou alors chaque classe d'actifs est dédiée à une durée plus ou moins longue. Mais en tout cas, voilà, sur des projets comme ça, l'idée, c'est d'aller vite. Donc, l'objectif réel, il sera peut-être de 6 mois. Ouais, carrément. Et tu disais l'importance de la liquidité. C'est vrai que nous, même dans du locatif, on fait en sorte que de toujours penser à la revente et donc d'être déjà cohérent sur ses prix d'acquisition et d'acheter dans des endroits où ça va être liquide à la revente.
Mais pour du marchand, c'est encore plus important parce que finalement, ce qui est important pour un marchand, c'est de pouvoir faire travailler sa trésorerie, faire travailler sa trésorerie tout simplement. Oui, non, mais c'est ça. Et du coup, de pouvoir être assez liquide sur les opérations, rentrer vite, mais ressortir vite pour pouvoir en faire plusieurs, quoi, finalement. Donc, Exactement. L'idée, c'est pas forcément d'aller chercher la plus grande démarche, de tirer vraiment toutes les ficelles, même si la marge, forcément, c'est bien. Mais l'idée, c'est vraiment d'enchaîner, comme tu viens de le dire. Et donc, mieux vaut faire 5 projets, 10 projets à 30 points de marge qu'un seul à 40 ou 50 points de marge, quoi, pour un montant, pour un même montant. Mais merci beaucoup pour ce partage, Ismaël. C'était trop bien. J'espère que vous qui nous écoutez ou qui regardez l'épisode, vous avez apprécié de voir un petit peu le fonctionnement d'une opération de marchand de biens comme ça. Si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un peu plus sur ce projet du bon flip avec Ismaël, je vous invite à aller suivre Ismaël ou Sylvain sur leur réseau pour en savoir plus. Ils détaillent un peu plus ça que ce que vous avez vu là, mais là déjà ça permet d'avoir une vision globale pour ceux qui s'intéressent aux marchands de biens. Et voilà, on arrive sur la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Ismaël. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Du coup, oui, si on veut te contacter, Ismaël, on peut te contacter où? Ouais, principalement sur LinkedIn. C'est moi qui vous remercie pour ce beau moment passé ensemble, et j'en profite pour inviter l'ensemble de vos auditeurs à aller mettre une petite note 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast par rapport à votre émission et tout l'écosystème sans cravate immobilier. Et tout le taf que vous faites, parce que vous vous démenez quand même, vous faites un travail de qualité, des vidéos de qualité, vous vous déplacez, etc. Vous allez à la rencontre des gens, même si là on est en distanciel, et donc c'est vrai qu'en tant qu'auditeur, de consommateur, etc., on est pris souvent, on écoute ça à la salle de sport, en voiture, on prend pas forcément le temps, mais prenez 2 minutes quand vous rentrez chez vous, si vous êtes chez vous, pour mettre un petit commentaire, une petite note 5 étoiles sur les différents réseaux, et ça fait toujours plaisir, et ça soutiendra le super taf d'Alex et Thibaut. Merci Ismaël. Merci beaucoup Ismaël, ça fait plaisir. C'est vrai que les commentaires et les notes, c'est hyper important pour nous, t'as raison de le souligner. Et du coup, on vous invite aussi à aller voir le podcast d'Ismaël, La Bonne Fortune, pour tous les sujets d'investissement au sens large. Donc pour voir même d'autres classes d'actifs, ça peut être intéressant. Ismaël est un super hôte aussi pour écouter beaucoup son podcast. Donc voilà, allez faire un tour là-bas aussi. Merci beaucoup Ismaël. Merci beaucoup. À la prochaine. Yes. À plus, ciao. Ciao.